Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous aviez fait quelque chose de travers toute votre vie, sans même vous en rendre compte, par exemple en épluchant une banane? Oui, oui, la bonne vieille banane. Et si je vous disais qu'il existe une méthode bien plus simple, plus propre et plus efficace, et la banane, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de nos aliments quotidiens et découvrir que bon nombre d'entre eux, nous les mangeons, les épluchons ou les préparons de manière totalement différente de ce que la nature ou la logique culinaire avait prévu. Préparez-vous à être surpris, car après cette vidéo, votre vision de la nourriture ne sera plus jamais la même. Mais d'où nous viennent ces habitudes alimentaires? La plupart du temps, nous nous contentons de reproduire ce que nous avons vu durant notre enfance. Nos parents nous l'ont appris et leurs parents l'ont appris à leurs parents. C'est un code culturel qui se transmet de génération en génération. Nous nous demandons rarement, y aurait-il une autre façon de faire? Pourtant, les méthodes les plus ingénieuses, efficaces et justes restent parfois dans l'ombre. Elles peuvent être basées sur la biologie de la plante, sur les processus chimiques de cuisson, ou simplement sur le bon sens auquel, pour une raison ou une autre, nous n'avons pas pensé. Corrigeons cela sans plus attendre et lançons notre enquête gastronomique. Eh bien, commençons par l'exemple le plus évident, mais aussi le plus surprenant. La banane, rappelez-vous comment vous faites d'habitude. Vous prenez la banane par son extrémité dure, cette petite tige, et vous essayez de l'ouvrir. Parfois, elle cède facilement, mais parfois, elle s'obstine tellement qu'il faut forcer. Au final, vous pressez la banane elle-même, elle s'écrase, se transformant en purée avant même que vous l'ayez épluchée. Et vous vous retrouvez avec du jus collant sur les mains. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant imaginez un autre scénario. Retournez la banane. Oui, oui, prenez-la simplement à l'envers. Vous voyez ce petit bout noir à l'autre extrémité? C'est la clé. Pressez simplement ce petit bout avec 2 doigts, d'un léger mouvement. Vous serez étonné, la peau s'ouvrira presque d'elle-même en 2 moitiés nettes, sans effort, sans casser vos ongles et sans abîmer votre banane. On dit que c'est la technique des singes, et eux, les bananes, ils s'y connaissent. Ils choisissent instinctivement la méthode la plus simple et la plus efficace. Essayez la prochaine fois et vous ne reviendrez plus jamais à l'ancienne méthode. Après les bananes, passons à la reine des fruits rouges de l'été, la fraise. Imaginez un bol généreux de fraises juteuses et parfumées. Votre premier réflexe est de prendre un petit couteau et d'enlever délicatement les pédoncules verts. Mais soyons honnêtes, aussi minutieux que vous soyez, avec la partie verte, vous coupez inévitablement un peu de la chair la plus savoureuse. Cela peut paraître anodin, mais sur 1 kilo entier, vous gaspillez une quantité non négligeable de fruits. C'est un véritable crime contre le goût. Mais il existe une solution, aussi simple qu'élégante. Oubliez le couteau. Vous aurez besoin d'une simple paille à boire. Prenez une fraise, retournez-la la pointe vers le haut. Maintenant il suffit de la transpercer avec la paille, de bas en haut. La paille passera à travers la chair et éjectera parfaitement le pédoncule vert ainsi que le petit cœur blanc et ferme. Toute la partie juteuse restera intacte. C'est non seulement rapide et propre, mais aussi incroyablement efficace. 0 perte, juste une fraise parfaite, prête à être dégustée. Essayez et vous ne toucherez plus jamais à un couteau. Et si on parlait maintenant du kiwi, ce fruit velu et un peu énigmatique? Beaucoup l'adorent, mais l'achètent rarement. La raison est simple, il est si peu commode à éplucher. Sa peau fine et duveteuse, tenter de l'enlever avec un couteau ou un économe se révèle presque toujours une catastrophe. Le fruit glisse entre les doigts, on enlève trop de chair et son précieux jus coule, laissant les doigts collants. Au final, il ne reste qu'un amas vert informe dans l'assiette, et la moitié des vitamines finit sur la planche à découper. Mais que diriez-vous si je vous annonçais qu'il n'est absolument pas nécessaire de l'éplucher? Pas du tout. Prenez un fruit, un couteau bien aiguisé, et coupez-le en 2, dans le sens de la largeur. Vous obtiendrez ainsi 2 parfaites petites coupes vertes, regorgeant d'une chair émeraude parsemée de graines noires. Il ne vous restera plus qu'à prendre une petite cuillère et à déguster la chair directement dans sa peau, comme s'il s'agissait d'une petite portion de sorbet dans son emballage naturel. Fini les doigts collants, fini la chair gâchée. Tous les bienfaits et toute la saveur sont préservés. La peau
n'est alors plus un obstacle, mais une assiette naturelle parfaite, simple, géniale et incroyablement pratique. Passons maintenant à l'orange, cet agrume éclatant et juteux. Ah, le calvaire de l'épluchage, ça vous parle? Vous essayez de l'attaquer avec l'ongle, et elle se déchire en petits morceaux. Ses fibres blanches, si amères, restent collées au quartier. L'huile essentielle gicle de partout, finissant souvent dans les yeux. Au final, les doigts sont poisseux, les ongles maculés d'orange et la table jonchée de petits bouts de peau. Le plaisir est, disons-le, plutôt discutable. Mais que diriez-vous de le faire avec une précision chirurgicale et sans une seule goutte de jus sur les mains? Munissez-vous d'un couteau bien aiguisé. Commencez par couper les deux extrémités de l'orange, le haut et le bas, afin qu'elles tiennent bien stables sur votre planche. Posez-la et faites une unique incision verticale d'une extrémité coupée à l'autre. Attention, il est crucial de ne trancher que la peau sans entamer la chair du fruit. Et maintenant la magie opère. Saisissez simplement les bords de l'incision et dépliez l'orange comme si vous dérouliez un parchemin. Vous découvrirez alors une magnifique guirlande de quartier, tous attachés à leur base. Tel un accordéon, il n'y a plus qu'à se servir. Fini la guerre poisseuse avec la peau, simple, propre et tout simplement géniale. Passons maintenant à la reine des fruits tropicaux, la mangue. Ah, cette saveur divine! Mais sa dégustation peut parfois se transformer en un véritable défi. Tenter de la peler comme une pomme de terre est une mission vouée à l'échec. Sa chair est délicate et glissante et ses fibres s'accrochent obstinément au couteau. Au centre, un énorme noyau plat est impossible à contourner. Résultat, du jus collant vous coule le long des mains jusqu'au coude et votre assiette finit par contenir une sorte de bouillie loin d'être appétissante. Heureusement, il existe une méthode à la fois élégante et incroyablement esthétique, surnommée le hérisson. Prenez un couteau bien aiguisé et coupez la mangue en deux moitiés, le long de son noyau. Vous obtiendrez ainsi 2 barquettes de chair. Prenez maintenant l'une de ces moitiés et, sans percer la peau, dessinez un quadrillage sur la chair. Faites d'abord plusieurs incisions parallèles dans un sens puis dans l'autre comme si vous dessiniez une grille. Et voici le moment le plus spectaculaire. Saisissez la moitié dans vos mains et en poussant simplement par le dessous, retournez la peau. La chair s'épanouira alors comme une fleur et les dés de mangue incisés remonteront, formant ainsi le fameux hérisson. Vous pourrez facilement les détacher avec un couteau ou les déguster directement. Fini les mains poisseuses, fini la chair gâchée, uniquement des dés nets et juteux, prêts à être savourés. Et maintenant, passons à un véritable trésor de rubis, la grenade. Beaucoup l'adorent, mais l'idée de l'éplucher provoque une légère panique. On prend un couteau, on fait une entaille, et en une fraction de seconde, votre cuisine se transforme en scène de crime. Fruitée, des éclaboussures de jus rouge vif giclent partout, laissant des taches tenaces sur votre t-shirt préféré et votre tablier de cuisine. Ensuite commence la tâche longue et fastidieuse, où il faut déloger les précieuses graines de ces membranes blanches et amères. Au bout d'une bonne demi-heure de labeur, vous vous retrouvez avec les doigts tachés et une maigre poignée de graines, une récompense qui semble bien mince pour tant d'efforts. Mais il existe une méthode qui transforme ce combat en une opération élégante et sans bavure. Le secret? De l'eau, tout simplement. Remplissez un grand saladier d'eau fraîche. Maintenant, coupez la couronne de la grenade et faites quelques entailles peu profondes sur sa peau en suivant les membranes blanches. Plongez la grenade dans l'eau et, directement sous la surface, séparez-la délicatement en quartiers. Et là, le miracle opère, ou plutôt la pure physique entre en jeu. Les lourdes et juteuses graines rubis couleront doucement au fond du saladier, tandis que toute la chair blanche, légère et amère, ainsi que les morceaux de peau, flotteront à la surface. Il ne vous restera plus qu'à récupérer à la cuillère les débris indésirables flottant à la surface, vider l'eau et vous retrouver avec une montagne parfaite de graines purifiées, plus d'éclaboussures, plus d'amertume, plus de stress. Et maintenant, parlons d'un mythe qui a fait le buzz sur Internet. Il s'agit de l'ananas. Vous avez sûrement vu ces vidéos virales et fascinantes. Une personne prend un ananas entier et, d'un simple mouvement des doigts, en détache segment par segment, comme si c'était un jeu de construction. Aucun couteau, plus de tracas collants.
Tout paraît si simple et magique qu'on n'a qu'une envie, c'est de courir au supermarché pour tenter l'expérience. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les tendances Internet, il y a un hic de taille. Soyons honnêtes, dans 99% des cas, la déception sera au rendez-vous. Cette astuce ne fonctionne qu'avec une variété d'ananas très spécifique qu'on trouve rarement dans nos supermarchés habituels. De plus, le fruit doit être parfaitement mûr, voire presque trop mûr, quand sa structure commence déjà à se désintégrer. Avec un ananas ordinaire, bien ferme, au mieux, vous arracherez un morceau de peau et vous finirez avec les mains collantes de jus. Alors, ne vous en voulez pas si ce tour ne fonctionne pas pour vous. Le bon vieux couteau, celui qui sert à couper la couronne, la base et la peau sur les côtés, reste le moyen le plus fiable et le plus éprouvé pour savourer sa chair juteuse. Passons maintenant à notre prochain protagoniste, l'avocat, si crémeux et onctueux. Il est devenu la star incontournable des petits déjeuners du monde entier, mais il cache un petit détail ô combien insidieux, son noyau. Dans la plupart des vidéos de recettes, que voit-on? Le blogueur coupe l'avocat en deux avec une maestria impressionnante, puis, d'un geste sec et assuré, il plante la lame d'un grand couteau dans le noyau, le tourne et l'extrait. C'est vrai que ça a l'air super stylé, je ne dis pas le contraire. Mais dans la vraie vie, c'est l'un des moyens les plus sûrs de finir aux urgences. L'avocat est glissant, le couteau est tranchant, et votre main peut facilement déraper. Croyez-moi, les médecins ont même inventé un terme spécifique pour ce genre de blessure, la main d'avocat. Oublions ce tour de passe-passe dangereux. Il existe une méthode bien plus simple et sécurisée. Une fois que vous avez coupé l'avocat en deux moitiés, prenez celle qui contient le noyau et coupez-la simplement une nouvelle fois en deux. Vous n'aurez alors plus deux, mais trois quartiers, un quartier entier et deux autres quarts avec le noyau pris en sandwich entre eux, et la surprise, le noyau, qui n'est plus aussi fermement maintenu par la chair, s'extrait d'un simple mouvement des doigts, sans aucun effort, zéro risque, pas de couteau. C'est simple, élégant et, surtout, sans danger pour vos mains. Passons maintenant au dessert et attardons-nous sur les cupcakes. Ces petites douceurs, avec leur généreuse couche de crème onctueuse, sont incroyablement appétissantes. Mais comment les manger? Si vous tentez de croquer par le haut, votre nez se retrouve inévitablement plongé dans la crème. Si vous commencez par la base, tout le glaçage reste pour la fin et l'équilibre des saveurs est rompu. Vous avez d'abord le gâteau un peu sec, puis le glaçage excessivement sucré. Au final, un visage barbouillé et pas vraiment l'expérience gourmande que vous espériez. Mais les véritables amateurs de cupcakes connaissent un secret qui transforme ce dessert en un sandwich parfait. Prenez un cupcake, détachez délicatement ou coupez avec un couteau la partie inférieure du gâteau. Puis, placez simplement cette partie détachée par-dessus la crème en appuyant légèrement. Et voilà, vous obtenez un mini gâteau parfait où la crème est idéalement placée au milieu, entre deux couches de gâteau. Maintenant, chaque bouchée est parfaitement équilibrée, un gâteau moelleux et une crème aérienne, le tout en même temps. Fini les nez barbouillés, place au pur plaisir. Même une chose aussi simple qu'une tablette de chocolat peut cacher de petits secrets. Prenons par exemple le célèbre Toblerone suisse, avec ses pointes triangulaires si caractéristiques. Quel est notre premier réflexe? On saisit le dernier triangle et on essaie de le détacher avec force de la barre principale vers l'extérieur. Parfois ça marche, mais cela demande souvent beaucoup d'efforts et le chocolat peut se casser là où vous ne vouliez pas. Surtout s'il sort tout juste du réfrigérateur. Mais les créateurs de ce chocolat avaient tout prévu. Le secret, il suffit d'agir dans le sens opposé. Au lieu de tirer le triangle vers l'extérieur, appuyez simplement sur sa pointe avec votre pouce vers le reste de la tablette, vers l'intérieur. Grâce à sa forme et à ses entailles spéciales, il se détachera facilement, sans le moindre effort, et parfaitement le long de la ligne. C'est une simple loi de la physique et du levier. Essayez par vous-même et vous vous sentirez comme un véritable chocolatier suisse maîtrisant toutes les finesses de son art. Pas de lutte, juste un clic, élégant. Eh bien aujourd'hui, embarquons pour un voyage virtuel au cœur de l'Italie et abordons un sujet sacré, les pâtes, ou plutôt les spaghettis.
Que fait la plupart d'entre nous quand on voit que ces longues pattes ne rentrent pas entièrement dans la casserole? Exact, on prend notre botte de spaghettis et crac, on les casse en deux. Ça paraît logique et pratique, non? Mais si un véritable Italien voyait ça, son cœur se briserait probablement en deux. Pour les Italiens, casser les spaghettis est un véritable sacrilège culinaire. Et ce n'est pas qu'une question de tradition. Tout l'intérêt des pâtes longues, c'est de pouvoir les enrouler élégamment autour de la fourchette, en capturant ainsi la quantité idéale de sauce. Les morceaux cassés ne peuvent tout simplement pas remplir cette fonction. Ils glissent de la fourchette, sont difficiles à manger, et la sauce reste tristement au fond de l'assiette. La longueur des spaghettis n'est pas le fruit du hasard, mais une caractéristique fonctionnelle, pensée et perfectionnée au fil des siècles. Alors, la prochaine fois, prenez simplement une casserole plus grande, ou bien laissez délicatement les spaghettis plonger dans l'eau bouillante. En une trentaine de secondes, ils ramolliront et s'immergeront d'eux-mêmes. Préservez leur intégrité et vos pâtes vous diront « Grasi ». Restons en Italie, mais changeons de registre pour un autre plat emblématique, la pizza. Imaginez une part bien chaude et parfumée, avec son fromage fondant qui s'étire à l'infini et sa garniture juteuse. Vous la prenez par la croûte, la soulevez, et là, patatras. Sous l'effet de la gravité, toute la garniture dégringole sur votre assiette, ou, pire encore, sur vos vêtements, la pointe fléchie, molle et sans soutien. Vous êtes alors contraint de la manger de manière peu élégante, ou pire, d'utiliser un couteau et une fourchette, un sacrilège pour bien des puristes de la pizza. Pourtant, il existe un truc simple et génial, un secret bien gardé à Naples, le berceau de la pizza, et parfaitement maîtrisé dans le bruyant New York, où l'on sait apprécier les grandes parts. Prenez votre part par la croûte et pliez-la simplement en deux dans le sens de la longueur, pas entièrement, juste un peu, de sorte à former un petit U, une sorte de gouttière. Ce simple geste crée un renfort, une sorte de nervure qui donne de la rigidité. Et voilà, votre part de pizza garde sa forme, ne s'affaisse plus et toute la garniture reste bien en place, sécurisée. Vous pouvez déguster tranquillement, même en marchant, sans aucune crainte de vous salir. Ce n'est pas qu'une simple astuce, c'est une véritable culture de la dégustation de pizza qui transforme ce moment en un plaisir pur et sans encombre. Et si nous nous envolions maintenant à l'autre bout du monde, direction le Japon, pour aborder un sujet qui passionne, les sushis. Ce plat a conquis la planète entière, mais son succès a malheureusement aussi propagé quelques mauvaises habitudes. La plus répandue, la création de cette fameuse mixture nucléaire dans la coupelle de sauce soja. On y verse la sauce, on y ajoute une généreuse dose de wasabi vert, puis on mélange le tout avec les baguettes jusqu'à obtenir une sorte de pâte verdâtre et trouble. Pour un maître sushi japonais, cette scène est un véritable cauchemar. Pourquoi ? Tout d'abord, cela anéantit complètement la finesse du goût du poisson, du riz et même de la sauce elle-même. Vous n'obtenez qu'une seule explosion forte, salée et piquante en bouche. Deuxièmement, c'est tout simplement jugé de très mauvais goût. La bonne méthode est bien plus subtile et élégante. Le wasabi, lui, se dépose en une minuscule touche directement sur le poisson. Cela permet d'ajuster le piquant pour chaque bouchée selon vos préférences. Quant à la sauce soja, le sushi n'y est trempé que très légèrement et uniquement du côté poisson, jamais du côté riz. Le riz, tel une éponge, absorbe trop de sauce, se désagrège et écrase toutes les saveurs. Essayez cette approche et vous découvrirez des dimensions de saveurs totalement nouvelles et subtiles pour votre plat préféré. Vous adorez les ailes de poulet, mais détestez cette galère pour les manger, vous n'êtes pas seul, ni toi. On les tourne, on les retourne, on s'acharne à vouloir déloger le moindre petit morceau de viande autour de ces deux os si peu pratiques. Résultat, les doigts et le visage pleins de sauce, et la moitié du meilleur reste collée au squelette. Ça ressemble plus à un travail qu'à un plaisir, avouez. Mais, et si je vous disais que n'importe quelle aile de poulet pouvait se transformer en un parfait nugget désossé en moins de 5 secondes? Le secret est simple. L'aile de poulet se compose de 2 sections. Pour ce tour de magie, prenez la partie où les 2 os sont parallèles. Au niveau de l'extrémité la plus large, repérez le cartilage qui les relie, saisissez-le fermement et, d'une torsion sèche, rompez-le.
il ne vous reste plus qu'à attraper l'extrémité de l'os le plus fin et, en le tournant légèrement, à le retirer. Faites de même avec le second, le plus épais. Les deux os sortiront parfaitement propres, et vous tiendrez dans vos mains un morceau de viande incroyablement tendre, parfaitement dessaucé. Vous pourrez le tremper entièrement dans la sauce et savourer sans retenue. Fini les tracas, place au pur plaisir. Passons aux noix, et commençons par un petit spécimen, mais ô combien retors, la pistache. Cette situation, nous la connaissons tous. Dans un lot de pistaches, il y en a toujours quelques-unes qui ne s'entr'ouvrent que d'1 millimètre. Impossible d'y glisser un ongle, et tenter de l'ouvrir avec les dents, c'est risqué. Vous voilà face à un dilemme, soit jeter cette pistache récalcitrante, soit perdre de précieuses minutes en vaines tentatives pour l'ouvrir. Mais la solution à ce problème est littéralement au bout de vos doigts. Ne jetez pas les coquilles des pistaches que vous venez de déguster, celles qui s'étaient ouvertes sans difficulté. Une de ces moitiés de coquille va devenir votre outil idéal. Prenez cette moitié de coquille, insérez sa pointe effilée dans la fente la plus étroite de la pistache fermée. Et maintenant, faites-la simplement pivoter comme une clé dans une serrure. Elle agira comme un levier parfait et, avec un léger clic, elle ouvrira l'obstinée pistache. C'est un exemple ingénieux de la façon dont la nature elle-même nous offre non seulement le problème, mais aussi l'outil pour le résoudre. Pas besoin d'outils annexes, seulement ce que vous avez déjà sous la main. Simple, rapide et incroyablement efficace. On continue notre exploration des noix, et cette fois-ci, on s'attaque au poids lourd. La noix de Grenoble, solide comme un roc, elle protège farouchement son délicieux cerneau. Si vous n'avez pas de casse-noix sous la main, et encore moins un marteau, la tâche peut sembler insurmontable. Tentez de les ouvrir avec une porte, un livre épais ou tout autre objet lourd se solde généralement par une noix réduite en miettes ou, pire, par des dégâts matériels. Quant à vos dents, n'en parlons même pas. Pourtant, il existe une astuce qui ne demande que vos mains et un peu de physique. Aucun outil nécessaire. Prenez dans votre paume non pas une mais 2 noix. Placez-les de manière à ce qu'elles soient fermement pressées l'une contre l'autre. Maintenant serrez votre poing aussi fort que possible. Toute la force de votre main se concentrera au point de contact entre les 2 noix. Elles exerceront une pression mutuelle et l'une d'entre elles, celle qui sera légèrement moins résistante, cédera inévitablement sous cette pression. Cette méthode est particulièrement efficace si vous positionnez les noix avec leurs coutures l'une contre l'autre. C'est simple, astucieux et vous permet de casser une noix n'importe où, même pendant une balade au parc. Passons maintenant au goût. Saviez-vous qu'un même produit peut offrir une intensité de saveur radicalement différente selon la façon dont il a été préparé? Prenons l'exemple de l'ail. Il peut être doux et légèrement sucré, ou au contraire piquant et fort, à en faire pleurer. Et la différence ne vient pas de la variété, mais bien de la façon dont il est coupé. Le secret réside dans la chimie. Lorsque vous rompez l'intégrité d'une gousse d'ail, que vous la coupiez, l'écrasiez ou la râpiez, vous libérez une enzyme appelée alliinase. Celle-ci réagit avec une autre substance, l'alliine, et le résultat est la formation d'allicine. C'est ce composé qui confère à l'ail son goût piquant caractéristique et son odeur. Plus les cellules de l'ail sont détruites, plus l'allicine est libérée. Ainsi, si vous recherchez seulement un léger parfum d'ail, par exemple pour une sauce, il suffit d'écraser la gousse avec le plat d'un couteau et de la laisser entière dans l'huile. En revanche, si vous voulez une puissance maximale pour une marinade, hachez l'ail très finement, à la râpe ou au pressail. Cette connaissance vous permet de littéralement maîtriser le goût de vos plats. Qui d'entre nous n'a jamais versé une larme en coupant un oignon? On dirait que c'est le prix inévitable à payer pour un plat savoureux. Les larmes coulent à flot, les yeux piquent, et le processus de préparation se transforme en véritable torture. On essaie toutes sortes d'astuces. Couper sous l'eau, mâcher du chewing-gum, allumer une bougie, ça aide parfois mais pas toujours. Mais en réalité, le principal responsable de nos larmes est concentré en un seul et unique endroit, la base de l'oignon, ce petit talon. C'est là que se trouve la plus forte concentration de ces composés soufrés volatiles qui, en se mélangeant, forment de l'acide sulfurique, irritant nos muqueuses. Alors, pour minimiser les larmes,
changez simplement l'ordre de découpe. Commencez par couper la tête, enlevez la peau, puis coupez l'oignon en deux. Mais laissez le talon intact jusqu'au tout dernier moment. Faites des entailles horizontales et verticales sans aller jusqu'au talon, et ce n'est qu'à la toute fin, lorsque vous couperez les dés déjà formés, que vous retirerez cette partie. De cette façon, l'usine à larmes ne fonctionnera que le moins longtemps possible. Cette astuce toute simple vous épargnera bien des larmes. Parlons de thé, ou plus précisément, des sachets de thé. Une fois votre thé infusé, le sachet a bien pris, que faites-vous ensuite? Il y a de fortes chances que vous le retiriez avec une cuillère et que vous commenciez à le presser méticuleusement contre le bord de votre tasse en enroulant la ficelle autour de la cuillère. Cela semble logique, on pense ainsi extraire le maximum d'infusion pour une boisson plus forte et plus riche en goût. Et puis, cela évite que le sachet ne goûte partout en le portant à la poubelle. Pourtant, en agissant de la sorte, nous gâchons en réalité le goût de notre boisson. Les feuilles de thé contiennent des tanins, des substances astringentes qui confèrent au thé son amertume caractéristique et sa couleur. Lors d'une infusion normale, seule une partie de ces tanins se dissout dans l'eau, mais lorsque vous pressez énergiquement le sachet, vous en extirpez une dose concentrée de ces mêmes tanins, directement des feuilles de thé gorgées d'eau. Résultat, le thé ne devient pas simplement plus fort, mais désagréablement amer et astringent en bouche. La bonne méthode consiste simplement à laisser le sachet infuser le temps nécessaire, puis à le retirer délicatement et à le laisser s'égoutter sans exercer la moindre pression. Ainsi, vous préserverez un goût pur et équilibré de votre boisson. Pour finir, revenons au produit le plus simple et essentiel de notre table, le pain. Imaginez, vous venez d'acheter une baguette ou un pain frais, encore tiède, avec une croûte incroyablement croustillante et une mie incroyablement moelleuse et légère. Vous prenez votre couteau de cuisine habituel et tentez d'en couper une tranche. Et que se passe-t-il? Le couteau s'enfonce dans la mie, vous appuyez, et au lieu d'obtenir une belle tranche nette, vous vous retrouvez avec une mie écrasée, aplatie, avec la croûte déchirée. Toute la légèreté et la beauté du pain frais sont gâchées. Le problème est que pour différentes tâches, il faut différents outils, et pour le pain, il existe un couteau spécifique que beaucoup de gens ignorent. Il s'agit du couteau à pain, doté d'une longue lame dentelée et de petites dents. Il n'est pas conçu pour appuyer, mais pour scier. Ses dents tranchent sans effort la croûte dure et croustillante sans l'écraser. Ensuite, le couteau glisse sans aucune pression à travers la mie tendre, comme dans du beurre, laissant une coupe parfaite et uniforme. En utilisant le bon couteau, vous préservez toute la texture et la beauté du pain. C'est un petit geste qui témoigne du respect pour le produit et le travail du boulanger. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Aurions-nous passé notre vie à nous compliquer la tâche avec les grenades, à gâcher le goût de notre thé et à mal manger nos cupcakes? En réalité, une véritable science et une logique se cachent derrière ces actions en apparence banales. La bonne façon de faire, ce n'est pas seulement une question d'étiquette ou une fantaisie bizarre, c'est une manière d'extraire le maximum de saveur de nos aliments, comme avec l'ail ou le thé. C'est un moyen de gagner du temps et d'économiser nos nerfs, comme avec une grenade ou une orange. Et parfois, c'est simplement une façon d'obtenir plus de produits, sans jeter la moitié des fraises avec leur queue. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est que le monde de la nourriture est bien plus profond et intéressant qu'il n'y paraît. En changeant une seule petite habitude, on peut découvrir une nouvelle saveur, ou simplement rendre sa vie un tout petit peu plus simple. Aujourd'hui, nous avons découvert que même les choses les plus familières peuvent receler des surprises et qu'il y a toujours matière à apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres faits étonnants. Et à présent, une question pour vous. Selon vous, quels sont les aliments que nous consommons tous de la mauvaise manière? Partagez vos astuces et vos secrets en commentaire pour que nous puissions bâtir une collection complète de conseils utiles.